Il y a un an, on a commencé à parler des MOOC. Globalement, quand Polytechnique a dit qu'il lançait un MOOC en France, c'est devenu un vrai sujet qui a été traité et repris. Il y en avait déjà depuis un certain temps ailleurs, en particulier fait par certains qui sont ici, à qui je vais passer la parole. Donc j'ai un super plateau, je tiens à remercier. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les MOOCeurs, entre guillemets, donc ceux qui ont été dans les premiers à lancer des MOOC, qui sont les plus investis sur le marché. J'ai passé d'abord la parole à Étienne Cray, qui est le directeur de l'école centrale de Lille, parce qu'avec le MOOC gestion de projet de Rémi Bachelet, il a ouvert finalement largement un marché, et il faut qu'on lui donne un micro pour qu'il réponde. Et il a vraiment créé en France très rapidement un vrai intérêt sur un MOOC qui, il faut bien l'avouer, est plutôt destiné aux personnes en activité, aux jeunes, et qui donc marque bien la réalité de l'univers des MOOC, qui est plutôt aujourd'hui sur la formation continue, mais on en reparlera avec les autres intervenants. En tout cas, se développe largement là-dessus. Étienne, je vous passerai avec volontiers la parole. Donc, voilà. Merci, bonjour à tous. Oui, alors un MOOC qui est destiné à tout type de public, évidemment un public en entreprise, en situation professionnelle, quelle que soit d'ailleurs son origine de formation, parce que le MOOC est assez transversal dans la problématique de gestion de projet, mais également un produit qui convient à la formation initiale. Et c'était aussi l'intérêt, parce que ça permet d'expérimenter des nouvelles situations pédagogiques au sein même de l'établissement. Et ça marche. Et ça marche. Alors ça marche parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui le suivent à distance. On en est à la 3e session. Et donc on est passé à des chiffres supérieurs à la dizaine de milliers de participants, donc ce qui n'est pas rien comme effectif. Et ça marche également en interne, parce qu'il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs qui nous ont rejoints et qui ont engagé leurs propres élèves ingénieurs, à commencer par ceux de l'école centrale de Lille, à le suivre, ce qui fait d'ailleurs beaucoup hurler les élèves, et c'est ça qui est également très intéressant, parce que au-delà de l'attrait, ils ont finalement l'impression qu'ils travaillent beaucoup plus. Alors, vous allez prendre la parole après, on va en reparler, mais Jean-Marie Géliot, je vais vous passer la parole, c'est aussi parmi ceux qui, alors on va dire ceux qui évangélisent les MOOC, avec l'Institut Mines Télécom. Beaucoup de MOOC ont été ouverts par l'Institut Mines Télécom sur la plateforme Fun, et là vous faites le tour de France, des écoles, pour leur dire pourquoi il faut en faire et comment il faut en faire. Oui, l'idée effectivement c'est au sein de l'Institut Mines Télécom, c'est de pouvoir proposer plus qu'un MOOC, un catalogue de MOOC qui correspond à un ensemble de besoins à la fois pour la formation pour nos élèves, pour la formation, éventuellement voir ce qu'on peut faire avec la formation continue, voir, on parlait de formation tout au long de la vie pendant l'Assemblée Générale tout à l'heure, donc ça fait partie des objets. Un autre objet classique, c'est d'être visible sur la scène nationale ou internationale. Il y en a d'autres qui jouent ça, on parlait de Polytechnique. Et pour ça, il faut avoir des gens qui soient motivés et qui ont envie d'y aller. Donc effectivement, l'Institut Mines Télécom, nous sommes une dizaine d'écoles à travers la France, et donc c'est important d'aller voir les collègues et de leur dire que c'est bien le prof qui portera le MOOC, et donc c'est bien d'aller voir les collègues et les équipes qui vont avec pour pouvoir créer une dynamique, par exemple comme celle qu'a créée Rémi autour de son MOOC sur la gestion de projet. Merci. Jean-Marc Arsenfratz, à vous la parole. Vous travaillez au sein de l'INRIA, et donc vous êtes à la base du développement de la plateforme numérique Fun, France Université Numérique, qu'on vous a demandé de développer. Et déjà, vous avez un retour d'expérience, ça marche très bien la plateforme, et vous voyez déjà quels sont les MOOC qui fonctionnent le mieux. Tout à fait. Donc l'INRIA, sous l'impulsion du ministère, a mis en place cette plateforme Fun. À côté de ça, on développe aussi du contenu issu de la recherche, et les premières expériences étaient plutôt avec le centre Virchow-Villarmé, un centre de santé publique, où INRIA a fait la production de ces MOOC, donc ils sont en train de tourner. Donc là on a un certain nombre de retours pour pouvoir savoir justement où on va aller et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans toutes ces plateformes et tous ces contrats. Et déjà, Fun, ça marche bien. Fun, ça marche très bien, c'est plus de 200 000 inscrits, c'est maintenant une trentaine de cours en ligne, ça marche très bien. Et une plateforme, edX, donc une plateforme américaine. OpenEDX, donc la version open source qui a été, on va dire, customisée, qui a été francisée pour Fun. Justement, Thierry Toilac, vous, chez Orange, vous avez choisi une autre plateforme. Elle va être mise en ligne la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Donc, nous avons choisi Caroline Connect qui provient des universités de Lyon et de Louvain. Donc le choix s'est fait sur divers critères, mais notamment le fait qu'elle avait des fonctionnalités plus collaboratives que DX, en tout cas c'est ce qu'ont dit les experts, et le fait que provenant des universités françaises et belges,
laisser supposer qu'on aurait plus de main dessus, donc de pouvoir plus contrôler l'évolution. Nous lançons notre premier MOOC la semaine prochaine, c'est un MOOC interne sur le numérique et je vous invite à le suivre. Et ensuite, la plateforme sera ouverte à des MOOC d'entreprise, puisqu'on a choisi de se positionner sur la formation professionnelle. Voilà. On va peut-être dessus. Le marché des MOOC, c'est important. Monsieur Péquet, justement, vous travaillez sur l'économie des MOOC, une économie pas simple à trouver. On va la trouver? Alors, on est dans un... Comme souvent avec le numérique, on est dans une logique expérimentale, merci. On est dans une logique expérimentale, donc il y a tout un tas d'initiatives qui existent, bon, outre-Atlantique, en France, avec un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais qui essayent quand même de faire des choses et qui ont des succès voilà, qu'on vient de commencer à décrire. Je pense qu'aujourd'hui, une des questions qui est importante à se poser, c'est quoi les ambitions de chacun des établissements ou des groupes d'établissements ou des États, voire de l'Europe. Voilà, parce qu'à chaque étape, il y a un certain nombre potentiellement d'éléments de positionnement stratégique qui sont très importants. Et c'est ça qui conditionne en fait l'économie qui va aller avec. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez envie de faire Kaamelott saison 1, vous n'allez pas mettre les mêmes moyens que si vous voulez faire Game of Thrones saison 1. Voilà. Cette économie-là, il y a cette dimension de coût, et puis il y a toutes les dimensions revenus qui sont les revenus financiers directs, et puis qui sont tous les autres types de revenus en termes d'image ou en termes autres, sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure, qu'il faut prendre en considération. Voilà, donc les modèles économiques qui sont en gestation, ils sont en train de se chercher. Et il y a énormément de paramètres qui sont fluctuants et qui font que, il n'y a pas un modèle universel, mais il y a des tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Merci. Madame Bernard Hulin, alors vous avez la question difficile, vous êtes la juriste, vous devez répondre à des questions auxquelles personne n'a encore répondu sur le fait, sur la validité juridique des MOOC, les contrats qu'il faut signer, comment le droit à l'image, le droit d'auteur. Il y a des réponses déjà? Alors, les juristes sont jamais en avance, hein, on est toujours en réponse à une nouvelle technologie ou à quelque chose d'innovant. Il y a peu de littérature sur le sujet, particulièrement en France, à tel point que j'ai questionné un des grands spécialistes de l'IT parisien, un avocat qui n'avait jamais entendu parler des MOOC, qui ne savait pas ce que c'était, donc je vais lui expliquer. Ce que je vois, c'est que c'est un sujet complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en fait. Il y a des professeurs, des étudiants, des plateformes, des écoles. Donc ça fait beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de sujets, du droit du travail, du droit de la propriété intellectuelle, droit des données personnelles, droit commercial si on va vers un sujet, enfin si on veut en faire un business. Donc la plateforme est large. En revanche, je ne vois pas de vide juridique. Donc on a les réponses. Elles existent dans le droit, il n'y aura pas de révolution. Simplement, il va falloir signer beaucoup de contrats parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Donc on va considérer qu'il faudra quasiment un contrat sur chaque thématique. Et puis, il y aura sûrement, ça va sûrement amener des contentieux parce qu'il y a des gros risques de contrefaçon. Puisqu'on utilise beaucoup de vecteurs. Éventuellement aussi des responsabilités, c'est-à-dire que l'information diffusée, elle est garantie, pas garantie. Voilà. Et puis d'un point de vue droit d'auteur, il y a le statut du professeur avec son droit moral et le droit de retrait, le droit de repentir, le droit de modifier. Donc tout ça, ça doit être réglé par contrat. Alors justement, Pierre Dubuc, vous signez déjà des contrats, vous avez déjà avec Open Classroom une vraie activité, alors c'est pas tout à fait des MOOC peut-être, mais qui est en tout cas du online. Vous pouvez en parler d'abord de ces contrats et ensuite de votre expérience, vous êtes un pionnier, jeune mais pionnier. Oui, on a commencé ce site en 99, donc ça fait 14 ans qu'on publie des cours en ligne sur internet gratuitement. Donc on a créé en fait avec Mathieu, mon associé, une société en 2007 quand on était étudiant. Maintenant ça fait 4 ans qu'on est à temps plein dessus. C'est une plateforme qui fait 2,5 millions d'utilisateurs par mois. On a 850 cours et ce sont des cours qui sont entièrement gratuits sur internet que vous pouvez suivre dans le domaine de l'informatique, des sciences, de l'entreprise. Donc on a un gros retour d'expérience. En fait on a commencé cette aventure il y a très longtemps et pendant 8 ans de façon hobbyiste avec une vision qui était des amis dans un premier temps et ensuite ça s'est transformé en rendre l'éducation accessible à tous parce qu'on sentait qu'on avait un impact de plus en plus fort. Et la vision qu'on avait depuis longtemps, c'était que sur Internet, un jour, il y aura une plateforme où on pourra apprendre et se former gratuitement. On a commencé à voir émerger des plateformes pour voir
voir des films, écouter de la musique, etc., etc. Et puis on s'est dit, en fait, l'éducation et la formation, ça va bouger aussi sur Internet, et on a commencé à travailler dessus. Donc d'année en année, on a enrichi cette plateforme. Au début, c'était uniquement un premier cours texte sur Internet. En 99, il n'y avait pas de vidéo. Technologie était vraiment très très basique, c'était quand même assez moche, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait un business model qui était celui de la publicité à l'époque, puisque c'était le seul business model sur Internet. Et puis d'année en année, ça s'est transformé en ce qu'on appelle maintenant des MOOC, même si ça reste encore un objet à géométrie variable, où il y a encore pas mal de facteurs qui restent à définir. Le marché est en train de le définir, chaque acteur est en train de le définir en testant de nouvelles choses. Donc on vient du monde de ce qu'on appelle OER, c'est Open Courseware, donc les ressources libres, éducatives, tout est publié en fait sous licence Creative Commons, et c'est en train de se transformer en ce qu'on appelle MOOC, Massive Open Online Courses. Ouais. Votre actionnaire vient de remettre 1 million d'euros au pot, donc quel est votre modèle économique pour le convaincre? Alors oui, ils viennent de remettre 1 million, ils avaient déjà mis un peu plus d'1 million, donc ils doivent être à peu près contents de ce qu'on fait, je pense. On a commencé en fait avec un premier business model sur la publicité. On a ensuite enclenché un deuxième business model qui est celui d'une maison d'édition. En fait, on a créé une maison d'édition. On a créé notre propre plateforme, notre propre techno depuis plusieurs années. On bosse avec plusieurs labos, notamment l'INRIA d'ailleurs. Et on a créé un outil qui permet de transformer les MOOC que l'on produit en format papier, en livre papier, mise en page de façon professionnelle, et en e-book que l'on vend. En fait, tout le contenu, c'est exactement le même, à 100% gratuit sur Internet. Ce même contenu, on le vend en papier et en e-book. Les gens achètent le support. Donc ça a été un vrai... c'est un vrai succès. On a vendu des livres papier qui coûtent 20 à 35 euros. On a vendu plus de 120 000 exemplaires depuis qu'on en fait. On a 20 ou 25 titres. Et le dernier business model qu'on vient de commencer l'année dernière, qui est notre vrai business model du futur, celui qui drive le plus de croissance actuellement, c'est le modèle du premium. Donc c'est un modèle de souscription, d'abonnement. Si vous devenez membre premium, ça coûte 10 euros par mois. Et vous pouvez télécharger les vidéos des MOOC, télécharger les e-books et passer vos certifications sur tous les cours. Donc pour 10 euros par mois, en fait, c'est une licence globale sur le site. C'est exactement pareil que Spotify, Netflix ou Deezer. Pour 10 euros par mois, vous pouvez écouter toute la musique que vous souhaitez sur Deezer. Pour 10 euros par mois, vous pouvez vous former et obtenir les certifications et les e-books et les vidéos sur tous les sujets que vous souhaitez sur Podcast Rooms. Voilà. Donc un public professionnel, pas des jeunes diplômés, pas des étudiants en tout cas. C'est assez varié en réalité, puisque on va avoir 45% d'étudiants, on a à peu près un tiers de professionnels, et ensuite on va avoir des lycéens, des collégiens, des retraités, des demandeurs de l'emploi, donc c'est quand même assez varié. Sur des sessions de cours, on peut avoir 20 000 personnes, 120 pays, de 10 ans à 82 ans. Donc on a vraiment un public qui est extrêmement hétérogène, mais ça reste principalement des pros et des étudiants d'enseignement supérieur sur des niveaux quand même souvent assez diplômés encore. C'est encore des personnes qui ont des masters, des bac+2, souvent assez connectés parce que c'est un usage quand même nouveau. Donc on a plutôt des profils hommes, 15, 35 ans, connectés, diplômés, CSP+, enfin ça c'est le profil un peu lambda. Après c'est une pyramide des âges, donc le pic est ici, et on a vraiment comme Tintin de 7 à 77 ans. J'ai passé la parole à Étienne Craig justement pour nous parler de ce public, et comment vous voulez maintenant le certifier. Voilà, vous passez au stade supérieur du MOOC, c'est-à-dire que vous allez dire aux gens, vous recevez pas un diplôme mais un certificat pour avoir suivi le MOOC. Oui, alors on n'est jamais complètement altruiste, et puis il faut bien qu'on gagne aussi notre vie, et même au sein d'un établissement public. Ce que je veux dire par là, c'est que la motivation des MOOC, et ça a été dit, il y a l'aspect notoriété, il y a l'aspect développement de la marque à une échelle et sur une plateforme à vocation mondiale, en plus si le MOOC est en langue anglaise. Il y a le renouvellement des pratiques pédagogiques, et ça sert aussi de laboratoire pour nos propres équipes pédagogiques. Et après ça, il y a effectivement le public extérieur qui suit les MOOC. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui le veulent, donc c'est un peu la logique premium, ceux qui le veulent ont accès bien évidemment au MOOC gratuitement pendant toute sa session de formation, mais ceux qui souhaitent que l'on atteste
avec un certificat et des crédits le fait qu'ils ont passé avec succès le MOOC, s'inscrivent et vont donc payer et auront une évaluation qui sera contrôlée pour que nous soyons en mesure de délivrer un certificat qui ne soit pas caution à contestation. Comment vous allez contrôler ça? Bien, pour la première expérience que l'on a faite, on s'est associé à l'AUF, qui est l'agence universitaire française, qui a des plateformes un peu partout sur le monde. Et comme on a attaqué la francophonie avec un MOOC en français, nous avons eu accès à des centres d'examen que nous avons pu ouvrir au gré de nos besoins, et donc à moindre coût. Donc on a eu un soutien logistique extraordinaire qui a été très simple à mettre en œuvre et qui a fait que les apprenants se sont déplacés dans ces centres d'examen et ont eu un contrôle d'identité de telle sorte qu'on puisse, après ça, délivrer ce certificat. Il y a un moment où il y a du présentiel. Dans ce dispositif-là, il y a du présentiel. On est en train d'expérimenter, après ça, avec toutes les difficultés que cela revêt, le contrôle numérique au travers de la webcam qui est utilisée pendant l'apprentissage du MOOC, l'étudiant, et pour avoir un contrôle d'identité en temps réel pendant son processus d'évaluation, avec toutes les difficultés que cela peut revêtir. Moi j'ai entendu parler du fait que les claviers, quand on tapait sur son clavier, ça donnait une empreinte numérique. C'est vrai ça? Je ne peux pas répondre à cela. Non, je ne sais pas. Personne. Monsieur Géliot, vous n'avez pas étudié ça? Si. Si. Alors quelqu'un peut répondre à ça? Il y a une vraie empreinte numérique? Une vraie empreinte, il y a des recherches là-dessus, aussi bien sur la reconnaissance faciale que sur la vitesse de frappe, et on imagine qu'une personne ou une autre n'a pas exactement la même vitesse de frappe ou la même forme. C'est du domaine de l'expérimentation. On ne peut pas complètement certifier, mais à force de mettre des petits outils comme ça, entre la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la frappe, la voix, etc., l'ensemble pourra faire qu'on est à peu près sûr qu'on a la bonne personne en face. Donc c'est dans les voies. Ouais, c'est primordial ça pour le. Je vais peut-être vous laisser quand même la parole parce que je voulais vous. Alors, Monsieur Géliot, vous vouliez intervenir là-dessus? Pour compléter cette logique-là, elle a juste un défaut, c'est qu'on rentre dans un jeu du chat et de la souris entre crypto et décrypto et codage, décodage et toutes ces plaisanteries-là. Donc le sens de la signature me paraît pas forcément la meilleure chose. On sait faire des fausses signatures numériques sur le clavier, déjà. Donc on rentre dans une logique. Le chat et de la souris, donc il faut l'identification humaine me paraît plus intéressante dans ce cadre-là, mais je me trompe peut-être. Monsieur Péclet. Juste un point, c'est que la biométrie, quand même en France, c'est extrêmement réglementé et y recourir, ça va quand même susciter pas mal de questions. Je voulais juste dire que par rapport au modèle économique, si ça marche, par rapport au modèle économique, il y a aussi une des manières de générer des revenus qui sont de vendre les données personnelles. Donc c'est tout à fait discutable. À partir du moment où on rentre par exemple dans une forme d'ultra-identification ou avec des caractères biométriques, on va se donner les moyens d'être sûr que c'est bien la personne, donc on va analyser sa manière de taper sur le clavier, on va analyser tous les détails de son visage. Et puis évidemment, chose qui intéresse aussi les personnes qui veulent ces données, on va essayer de comprendre de manière fine quel est son profil d'apprenant, en fait, comment est-ce qu'il comprend ce qu'on lui dit, etc. Et puis derrière, peut-être, quelle valeur il a sur le marché en tant qu'être humain. Enfin, on peut potentiellement aller quand même très 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 loin. Donc à un moment, je suis un petit peu d'accord avec ce qui vient d'être dit, il faut trouver la juste mesure entre le légitime besoin d'authentifier des gens et de passer à l'échelle quand on fait un examen, et puis quelque chose qui devient complètement hors sujet, quoi. Alors, ce qui vient d'être dit est parfaitement illustré par le modèle Coursera d'ailleurs, où la plateforme américaine Coursera va chercher sa rémunération sur le fait qu'elle va utiliser les informations des apprenants pour après ça faire un business en relation avec des entreprises, et ainsi de suite. C'est exactement le modèle économique de base de cette plateforme-là. Monsieur Pollack, donc vous cherchez un autre modèle économique pour Orange avec une plateforme qui va d'abord être ouverte aux entreprises. Ouais, tout à fait, donc les modèles économiques dans le monde de l'entreprise sont différents et je pense sont plus simples, puisque ce sont des contrats relativement classiques dans lesquels il y a deux grandes phases habituelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le setup, la mise en place, donc c'est une phase projet dans laquelle on construit le MOOC avec le partenaire, donc ça peut aller de toute façon sur les prestations techniques, customisation, personnalisation du site,
qui peut aller jusqu'à l'accompagnement sur la création des cours. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le run, en jargon des SS2I, qui est l'exploitation du service ouvert à des milliers d'abonnés, avec, dans cette fois-ci, un modèle économique basé sur le nombre d'utilisateurs, non pas d'abonnés, avec un prix convenu au préalable. Donc en gros, il y a les deux phases. Le projet et l'exploitation, ce genre des contrats sont plus classiques dans le monde de l'entreprise. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs éventuellement de mettre dans le contrat la livraison des données des collaborateurs, ce qui peut être très intéressant pour les entreprises, de savoir qui a suivi le cours, comment il a suivi, avec quelle assiduité, etc., à quel niveau il a atteint, ce genre de choses. Mais c'est bien plus contrôlé par définition, puisque c'est du monde de l'entreprise, et que donc le collaborateur le suit dans le cadre de son emploi. Bon, c'est relativement plus simple à notre avis. Donc vous, une plateforme ouverte aux entreprises pour former leurs salariés. En fait, dans le monde de l'entreprise, on constate en fait qu'il y a trois types de souhaits des entreprises par rapport à ce genre de formation. Il y a des formations relativement techniques, donc c'est mettre à niveau les collaborateurs sur un sujet donné. Donc typiquement, on a une entreprise qui sort des nouveaux boîtiers électroniques, donc elle veut former 100 000 techniciens en France et puis 100 000 autres à l'étranger. Donc là, c'est très pointu. Il y a des formations de type plus généraliste sur la culture de l'entreprise, enfin culture professionnelle en entreprise. Donc par exemple compta, gestion. Donc une entreprise peut vouloir souhaiter mettre à un certain niveau ses ingénieurs qui ont plutôt de formation technique sur d'autres types de compétences. Et le troisième type de demande porte plus sur de la communication. Donc c'est aussi à cheval entre la formation et la communication interne. C'est-à-dire c'est quoi les métiers de l'entreprise, c'est quoi la culture d'entreprise. Donc là c'est plus lié à de la communication interne et ça peut aller parfois vers de la communication externe. C'est-à-dire qu'on a certaines entreprises qui veulent ouvrir ces MOOC, ou en tout cas une partie de ces MOOC, à leurs clients, et donc à ce moment-là c'est la communication. Et ce qui d'ailleurs permet de rapprocher un deuxième budget. Donc la formation professionnelle, on est allé sur le budget de la formation pro qui est très élevé, parce que vous savez que c'est 30 milliards d'euros. Alors aujourd'hui c'est du présentiel, mais ça va se numériser progressivement. Il y a les budgets communication qui sont également très importants, et donc le MOOC peut être une solution. Voilà, alors maintenant la question c'est comment un MOOC marche-t-il bien? Monsieur Hassan Frat, justement vous avez des retours d'expérience sur des MOOC, combien fonctionné. Aujourd'hui la moyenne c'est quoi? 7% d'étudiants, enfin d'apprenants qui vont jusqu'au bout d'un MOOC. Oui, c'est ça. Globalement, c'est si vous avez 100 inscrits qui regardent la première vidéo de votre cours, il y en a à peu près 7 qui le regardent la dernière après 5-6 semaines. Donc c'est globalement les chiffres qu'on retrouve sur le web. En fait, c'est très difficile d'avoir ces retours d'expérience, surtout des grandes plateformes comme Coursera ou EDX, parce que bien sûr, c'est des chiffres confidentiels. Sur ce que nous, on voit sur la plateforme Fun, c'est effectivement ça. Il y a des très bons cours qui marchent, qui partent à 20%. Et là, on se demande un petit peu pourquoi ceux-là vont mieux marcher que d'autres. Alors, on s'est dit que logiquement, dans les MOOC, il y a beaucoup d'investissement des étudiants sur les forums. Donc, on s'est dit peut-être que l'investissement de l'équipe pédagogique dans les forums va influer. Et là, curieusement, sur les deux MOOC que je suis attentivement, il y en a un avec 8000 inscrits et un prof qui est très présent sur le forum. On arrive à 20% des étudiants qui regardent les dernières vidéos, donc ce qui est un très bon score. Et un autre cours où il y a 2000 étudiants et le prof n'est pas du tout présent. Et résultat, ils sont à 18% à la fin. Donc je ne sais plus quoi dire. Voilà, on est encore dans les expérimentations, ça va être très différent suivant les cours, suivant le prof, il y a tellement de paramètres que pour l'instant, on ne sait pas vraiment... Je suggère de séparer les variables, c'est-à-dire que le premier, tu lui demandes de ne pas faire d'animation et tu regardes. Voilà, donc, il y a une seule façon de faire, ça s'appelle la séparation de variables. Sinon, voilà, donc il y a plein d'exercices comme ça, mais ce qu'on remarque, c'est que il y a tellement de paramètres sur la présence du prof, si c'est un showman ou pas, qui va complètement biaiser les chiffres, et ça, on ne peut pas tellement le mesurer. Et ça, c'est compliqué. On peut améliorer les choses. Alors, Monsieur Gilliot, justement, vous donnez quoi comme conseil à ceux qui vont monter des MOOC? Quel investissement il faut? Comment il faut s'impliquer? Mais moi, ce que je voudrais dire d'abord, parce qu'on parle quand même de temps en temps un petit peu de pédagogie, et on parle de numérique, et on arrive avec des vieux réflexes de je veux contrôler la personne qui a bien fait son travail, et dans une salle d'examen, etc. Il me semble que Pascaline a fait un rapport sur la littératie numérique, où on parle de collaboration, on parle d'esprit critique, on parle de synthèse, enfin on définit correctement la littératie numérique, qu'elle s'applique à l'informatique ou à autre chose, et on est dans des logiques de co-construction, de travail en commun, de partage, qui sont portées d'ailleurs dans le MOOC de Rémi Bachelet en termes de gestion de projet, où il y a un travail en groupe.
Et donc l'évaluation forcément tout seul, etc., n'est peut-être pas le problème numéro un. Et à mon avis, le problème de dire on n'a pas le droit de copier ce qu'ont fait les autres, le plagiat est une mauvaise chose, etc., est aussi une piste qui me paraît pas forcément très porteuse dans le cadre du numérique. Je m'explique. Le plagiat en informatique, la première chose qu'on nous a, si on nous dit il ne faut pas copier, or en informatique, la première chose qu'on dit c'est reprenez un squelette et travaillez sur un squelette. Pour prendre du truc hyper bas de gamme. Et donc il ne faut pas se tromper non plus de réflexe quand on attaque ce nouveau truc. Et donc ce qui est important, c'est le travail en groupe, le relais, la communauté. Un MOOC qui marche, c'est une communauté. C'est soit une communauté qui préexiste, soit une communauté qui se crée au travers de ce MOOC-là. Et des gens qui se retrouvent et qui trouvent qu'ils vont travailler ensemble. Et donc ça c'est une piste. Hein. Alors évidemment des très très bonnes vidéos avec un prof qui a une empathie extraordinaire peut peut-être compenser ça. Et il faut sans doute effectivement séparer les variables, ce que disait Yves en avant, et se dire faire des bonnes vidéos qui sont bien reçues, c'est un moyen d'avancer. Relancer les gens, leur donner envie d'avancer, leur donner une raison d'avancer, leur faire exprimer leurs intentions, c'est sans doute une deuxième piste de travail. Peut-être leur demander de contribuer au-delà de simplement de regarder des vidéos, enfin c'est pas peut-être, hein, c'est certain. Donc il y a différentes pistes et on a un champ qui s'ouvre à nous. En tout cas, incidemment, les premiers profs qui ont fait ça aux US, ils ont dit moi je fais un cours, je vais ouvrir sur le web, comme ça tout le monde pourra suivre mon cours. Super, vous pourrez suivre un cours de Stanford, hein, puisqu'on va pas commencer avec les premiers. Et après ils ont regardé, ils ont dit waouh, les élèves travaillent ensemble. Parce qu'on ne voit pas bien dans un amphi comme ça, là. Mais quand on les met chacun sur leur PC, ils travaillent ensemble. Et en fait, pour eux, c'était incident. Il se trouve qu'il y a des premiers MOOC, les multiconnectivistes, sont des MOOC qui se basent sur le travail en groupe. Et on tire parti de ces énergies-là pour pouvoir faire travailler les gens. Il y a différentes modalités de travail en groupe. On ne maîtrise pas tous, on a à apprendre à faire ça, au même titre qu'on a à apprendre à maîtriser la littératie numérique, qui est un des fondements de l'avancée sur le numérique. Mais juridiquement, c'est quoi de travailler en groupe? Il y a des droits là-dessus on a parlé de droit libre et de... Non, plusieurs choses. Pour rappeler d'abord que l'idée de libre parcours, donc l'idée en soi n'est pas protégeable, hein. Donc chacun peut avoir des idées et les partager, et là-dessus il n'y a pas de protection. Deuxièmement, en droit d'auteur, ce qui est protégeable, c'est ce qui est original. Donc un squelette, est-ce que c'est original? Donc, voilà, mais dans le plagiat, pour plagier, il faut encore que ça soit protégé par un droit d'auteur et donc que ça soit original. Donc tout n'est pas nécessairement original. Ensuite, on peut effectivement avoir des œuvres collectives et donc effectivement, il pourrait y avoir des licences dans lesquelles on dit que tous les travaux en groupe sont une œuvre collective ou une œuvre dérivée d'une œuvre première. Mais donc tout ça, ça se traite par contrat. Et des contrats différents selon qu'on travaille avec des salariés qui sont dans l'école ou l'entreprise ou des extérieurs. Enfin, j'imagine que tout est prévu là-dessus. Au moins dans Fun, dans Open Classrooms et dans un certain nombre de sites, on parle de licences libres qui permettent cette réutilisation avec éventuellement des bémols par rapport à la citation, par rapport au fait qu'on peut commercialiser ou pas, qu'on peut dériver ou pas, et qu'on partage ou pas la licence, puis pour prendre les 4 critères. Et donc ça, c'est quelque part une manière d'arriver à refaire la collaboration et ne pas signer un contrat chaque fois qu'on contribue sur un wiki, parce que sinon ça ne marche pas bien. Et sur le plagiat, il y a la vision juridique qu'on vient d'entendre. Il se trouve que dans l'enseignement, on a une vision de reproduction du contenu de quelqu'un d'autre, donc effectivement on n'est pas sur l'originalité, mais on est sur le fait que la personne qui rend ce devoir n'a pas réfléchi, et ça, par contre, c'est un vrai problème. On parle de rentabilité. Monsieur Pété, il n'y a pas que la rentabilité financière, il y a l'image. Beaucoup ont développé des MOOC pour l'image. Vous diriez aujourd'hui, c'est quoi la proportion de MOOC développés pour l'image et des MOOC qui vont demain faire de l'argent, peut-être? Alors, je ne sais pas exactement répondre à cette question précisément, parce que il faudrait effectivement demander à tous les établissements quelle est la raison profonde au-delà du premier mouvement qu'ils peuvent faire, raison pour laquelle ils font ces MOOCs. Il y a effectivement un certain nombre d'établissements qui annoncent clairement
qui font des MOOCs pour faire de la publicité pour leur établissement et pour attirer des bons étudiants qui ne seraient pas venus autrement. Personnellement, je pense que c'est vraisemblablement une stratégie qui est inadaptée dans beaucoup de cas parce qu'on perd l'essentiel, qui est le fait que aujourd'hui, avoir une politique de MOOCs, on va dire toutes les variantes possibles autour de l'enseignement plus ou moins massif, plus ou moins ouvert, plus ou moins tout ce qu'on veut, c'est aussi une question de survie pour un certain nombre d'établissements. Olivier nous avait envoyé il y a quelques jours un article dans lequel on citait le doyen de l'université de l'école de business de Berkeley, qui disait que pour lui, dans les 10 prochaines années, la moitié des business schools américaines allaient fermer, voire dans 5 ans. Et de ce point de vue-là, je suis assez content d'entendre ce type de message, même si évidemment l'avenir le dira. Mais pour ma part, j'ai dit la même chose il y a un an à la conférence Le MOOC, où j'ai dit qu'il y avait des grosses incertitudes sur un certain nombre de programmes, sur un certain nombre d'écoles, et qu'il y avait vraiment des questions de fond à se poser, au-delà du fait d'avoir une rentabilité sur un MOOC, c'est de se poser la question de voilà, combien ça coûte, combien ça, etc., etc. Il y a vraiment une question fondamentale de pérennité de l'établissement ou de pérennité d'un certain type de formation, parce qu'on est aussi soumis à une influence massive de cours qui proviennent d'autres cultures, avec d'autres manières de voir les choses. À partir du moment où vous avez la possibilité, puisque aujourd'hui c'est en cours de développement, mais à partir du moment où vous avez la possibilité d'étudier les cours, je cite, des meilleurs profs de Stanford, de Harvard, de Berkeley, de que sais-je, éventuellement traduits ou sous-titrés en français, ou éventuellement en français parce qu'ils sont faits aussi à Lausanne, ils sont faits aussi au Canada, ils sont faits aussi dans d'autres pays francophones, voire ils sont faits aux États-Unis par des gens qui parlent français. Quel est l'intérêt de s'inscrire dans une école ou dans une université, disons de catégorie intermédiaire, en France? Bon, à partir du moment où on peut diplômer Stanford. Première question. Deuxième question. Si vous êtes sur des modules de formation professionnelle qui représentent pour un certain nombre d'établissements une part importante de leurs revenus, quel est l'intérêt d'aller s'inscrire éventuellement, enfin voilà, aller suivre un cours en présentiel dans tel ou tel établissement, alors que finalement vous pouvez avoir des cours techniques d'excellente facture qui sont faits, je ne sais pas, un cours de finance spécialisé, voilà, j'en discutais avec le doyen de l'INSEAD et le doyen adjoint spécialisé enfin, disons, en charge des aspects de digitalisation. Bon, c'est clair que si vous avez des cours très spécialisés en finance, en management, en tel ou tel domaine, pourquoi les suivre dans une université ou dans une école de catégorie intermédiaire plutôt que de les suivre, voilà. Et je voudrais juste terminer en reprenant ce qui a été dit sur les aspects contractualisation, business model, etc., qu'on a un petit peu évoqué. La nature contributive et la nature collaborative du MOOC, qui est vraiment fondamentale, ça change ce que c'est qu'un business model. Ça nous questionne sur ce que c'est qu'un business model, sur ce que c'est qu'un modèle économique. Et de ce point de vue-là, je vous renvoie à une production de l'Institut Mines Télécom que j'ai eu le plaisir de coordonner, qui est une étude prospective sur les business models numériques, et dans laquelle ces questions de partage de contributions et de voilà, comment est-ce qu'on crée ensemble et comment est-ce qu'on partage ensemble la valeur créée est complètement remise en question par des choses comme les MOOCs, mais plus globalement par le numérique, puisque quand on est utilisateur de Google, on est aussi producteur de données, on est aussi voilà, partie prenante d'un écosystème assez complexe, et on ne sait plus très bien qui sont les clients, qui sont les utilisateurs, qui sont les différents acteurs. Monsieur Cray, vous n'avez pas peur que les écoles d'ingénieurs soient menacées dans leur pérennité, vous? Non, je ne suis pas encore complètement effrayé. Je crois que, quelque part, il est clair que nous devons remettre et revisiter nos processus pédagogiques et nos modes de transmission. Et c'est clair que des pédagogies classiques, nos étudiants aujourd'hui ne s'en accommodent plus du tout. Donc il y a cette remise en question-là. Maintenant, la formation d'un ingénieur, si je parle de ce que je connais le mieux, c'est quand même un processus qui va durer 3 ans, qui va durer 5 ans, et qui n'est pas la simple juxtaposition d'accumulation de tel contenu, de tel savoir, de tel cours. C'est pas pour rien que notre habilitation, elle passe par la notion de compétence, ce que l'on a bien vu lors de l'Assemblée générale, et donc c'est tout un tout cohérent qui fait la capacité à délivrer le diplôme d'ingénieur. Alors sur certains points de savoir particulier, il est clair que l'on peut trouver en ligne, certainement parfois, des cours qui sont bien meilleurs que ceux que l'on ferait chez nous. Ça peut arriver.
Mais au global du processus, je crois que nous sommes assez sereins, et c'est tout l'enjeu que nous avons de continuer à garantir ce processus d'acquisition de compétences qui nous permet de délivrer un diplôme d'ingénieur au terme. Monsieur Géliot, pourquoi développer 100 cours différents, je ne sais pas, sur les statistiques mathématiques, alors qu'il peut y avoir un moment, un cours développé par un grand institut français ou américain qui est fait par un prof merveilleux que tout le monde a envie de suivre? Enfin, c'est une bonne question. Alors, la question, elle est sur 100, elle est sur 10 ou elle est sur 1 ? Et c'est un peu ça, c'est plutôt ça le débat, parce que un seul cours qui résumerait à tous ce que sont les statistiques et qui permettrait à tous de comprendre ce que sont les statistiques, il faudrait vraiment qu'il embarque plein de manières d'aborder la statistique. Et donc ça ne me paraît pas actuellement possible d'avoir à la fois un cours très théorique, un cours très pratique, un cours appliqué pour les gens de la médecine, contextualisé dans un autre contexte. Donc il n'y aura pas un cours, mais il y aura un cours par axe d'attaque, peut-être 2 cours par axe d'attaque, mais c'est comme dans le numérique, effectivement, il y a de la diversité, on trouve d'autres moyens de diversité, mais il n'y aura pas 100 cours pareils, chacun aura son créneau. Comment vous choisissez les cours de l'Institut Mines Télécom? C'est des profs qui les proposent? Alors, ouais, aujourd'hui on est dans une phase d'expérimentation, dans une phase de démarrage. Donc on est à la fois en train de dire, quand quelqu'un arrive en disant j'ai un sujet, on lui dit bienvenue. Et donc les 3 premiers sujets qui ont été proposés sur Fun, donc autant les réseaux mobiles, le principe des réseaux de données, on cours sur la fabrication numérique, qui est un cours qui mêle MATLAB, n'importe quoi, qui mêle les Fab Labs, donc des lieux, et ça rejoint aussi l'idée que le campus est important, et le lieu, la rencontre ensemble, et donc cette idée globale et locale qui est très très importante. Ce sont des gens qui sont venus, qui ont dit moi j'ai envie. Alors le premier réseau mobile, on est aussi à sa troisième mouture, et ce sont des gens qui se sont dit oui, il y a un truc qui se passe, j'ai envie de le faire, et comme c'était les premiers, on leur a dit bienvenue. Aujourd'hui on est en train de monter, et pour l'instant on arrive à accueillir ceux qui ont envie. On va passer un moment à un mode où on sera en train de se dire il faudra choisir par rapport à nos moyens ce qu'on peut faire, et là ça devient une décision qui devient stratégique, et on remontera ça vers des gens qui se seront donné des critères pour choisir entre quelque chose qui reste compliqué. Vous le disiez, c'est un peu la préhistoire du MOOC. Justement, monsieur Hasenfratz, vous avez une vision sur ce que vont devenir les MOOC. Je vous laisse la développer, on en avait parlé un peu. Oui, si je prends une comparaison très simple, voilà, mon téléphone d'il y a 10 ans, c'est un peu le MOOC de maintenant. Et donc, si je prends mon téléphone actuel, qui est plutôt genre smartphone, c'est le MOOC qu'on doit faire pour les années à venir. Et donc, il y a vraiment tout à inventer. On est loin, c'est plus du e-learning, là on change de monde. Et donc j'ai une petite liste d'axes de recherche sur lesquels, à court terme, à moyen terme, on peut travailler. Donc tout ce qui est côté de l'interface. Alors on a des tablettes, des téléphones, demain on aura d'autres choses, des bras tactiles, je ne sais pas quel périphérique. Tout ça, il va falloir l'intégrer. Là, si vous allez sur n'importe quelle plateforme, en général, c'est des questions, des vidéos, des questions, des vidéos. C'est un peu barbare en force, c'est pas très original. Alors qu'on a une web de 0, c'est léger. Donc il y a tout le côté interface et à repenser. Donc ça, c'est un énorme travail de conception. Il y a toute la partie pédagogique. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire des cursus pédagogiques spécifiques à chacun des étudiants? Pour l'instant, je vais sur n'importe quelle plateforme, je fais un quiz, que j'ai juste faux au quiz, la vidéo qui suit c'est la même. Un peu triste. Donc au minimum, avoir des enchaînements de modules, de vidéos, de questions qui soient propres à l'étudiant. Et un peu plus loin, des modules de cours, voire un ensemble de cursus qui soient adaptés à l'étudiant. Un peu ce qu'on fait dans les universités en prenant des unités de valeur, ça c'est les vieux systèmes. Là, il faut les faire dans le MOOC et que ça se fasse automatiquement, que la proposition soit pertinente. Donc là aussi, il y a un grand champ d'imagination à avoir. Les exercices, j'y reviens. Imaginez qu'on veut faire un cours de musique.
comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer, faire un retour sur une partition de piano qu'un étudiant joue. Un cours de chimie, comment est-ce qu'il va pouvoir manipuler les éprouvettes virtuelles ou physiques ou réelles, peu importe. Il va falloir repenser tous les exercices. De l'électronique, de la soudure, enfin, tous nos travaux pratiques, quelque part, on devra pouvoir les faire à la maison. Comment on va les imaginer? Il y a des petites choses qui existent, certainement, mais voilà, comment on l'amène à tout le monde, monsieur tout le monde. Et puis, on a déjà parlé de l'authentification, au moins être à peu près sûr que la personne soit en face, à partir du moment où on peut faire une certification. Alors là, il y a énormément de choses. Je crois qu'il y a une fin dans 3 minutes. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit peu des pistes, pour dire que voilà, ce qu'on cherche, c'est ce truc-là, et on a pas mal de travail devant nous. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Première question. Alors, je vais vous passer mon micro, je pense que c'est le plus simple. Oui, bonjour, je marche chez nos directeurs de Polytech Paris KFC. Je ne crois pas aujourd'hui que les MOOC vont supprimer les profs, alors que les bibliothèques ont supprimé les profs il y a 500 ans. Le MOOC supprimera les profs le jour où il aura atteint le niveau d'un simulateur de vol. Aujourd'hui, c'est plus dur de piloter un simulateur de vol que d'être dans l'avion. C'est-à-dire que les situations, là, le jour où le MOOC sera capable d'analyser, parce que aujourd'hui, moi, je vois le MOOC comme un soutien. D'ailleurs, on le vit. Nous, on a tenté une initiative pédagogique. On a supprimé les cours complètement, c'est-à-dire uniquement via le numérique. Alors, ils n'étaient pas contre, hein, avec une population qui était très adaptée à ça, très autonome, donc des étudiants qui étaient plutôt à l'aise. Mais finalement, ils m'ont quand même demandé de remettre quelques cours. Il y a un besoin physique d'avoir le prof dans la salle. Ça, c'est clair. Et il faut donc, c'est pour ça que la question du MOOC, supprimer le prof, non, le MOOC c'est un super outil qui va en soutien du cours, hein, qui permet de diminuer le présentiel, qui est extrêmement bien, qui permet effectivement de faire progresser, à mon avis, les élèves en autonomie, les étudiants, mais il n'y a pas de concurrence, ça j'y crois pas. Alors, et de contrôler le prof, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, on a tous été jeunes profs, on pouvait raconter n'importe quoi, il n'y avait personne, il n'y avait pas un ordinateur dans la salle pour vérifier que... Aujourd'hui, tous nos élèves qui sont dans la salle sont connectés à travers n'importe quoi, même les petits téléphones portables, et quand on raconte une bêtise, je peux vous dire que la réaction elle est immédiate. Merci. Alors, autre question, je vais aller jusqu'à vous. Olivier Festor, directeur de Télécom Nancy. Alors, à Télécom Nancy, on expérience les MOOC, puisque j'ai 2 professeurs qui sont les plus populaires auprès des élèves, qui sont des gens charismatiques. Et donc, c'est ces collègues-là qui viennent nous voir en disant « je veux monter un MOOC ». Alors, on est une école en sciences du numérique. Le numérique se prête relativement bien. On parlait des éprouvettes tout à l'heure. Faire coder un élève, d'avoir une machine virtualisée derrière qui vérifie le code, qui est capable de faire l'analyse syntaxique et de revenir et de faire des recommandations, c'est des choses qui marchent très bien. Et le retour qu'on a sur cette expérimentation, notamment dans le cadre de la programmation web et de l'algorithmique, programmation, complexité, sur lequel on a un outil qui s'appelle TOP, qui fonctionne très bien. Je voulais juste apporter un témoignage et aller dans le sens d'Étienne Craig, vous l'aviez dit tout au début. C'est les collègues remontent le fait qu'au final, ils font beaucoup plus avec leurs élèves que ce qu'ils faisaient avant dans le cours traditionnel. Et également les élèves, alors ils se plaignent, certains se plaignent, mais d'autres également sont très heureux parce qu'ils vont beaucoup plus loin. Et ça libère aussi du temps pour les collègues enseignants-chercheurs pour passer plus de temps avec des élèves qui ont plus de mal que les très bons élèves. De toute façon, à la limite, ils n'auraient même pas besoin du cours, et puis donc eux vont pouvoir aller plus loin. Alors nous, ce qu'on fait, par contre, on développe des ressources pédagogiques, mais aussi on s'appuie sur des MOOC. On a expérimenté avec Coursera, entre autres. Et les choses qui marchent bien, en fait, c'est pas d'utiliser un MOOC avec les élèves, mais c'est d'aller prendre des séquences dans différents cours pour créer un parcours qui est adapté aussi à la population qu'on a et à l'objectif pédagogique qui, lui, est fixé par l'enseignant. Oui, Jean-Luc Bernodin.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Hasenfratz. L'un des problèmes certains, c'est comment recréer la boucle de rétroaction entre la mise en pratique dans des projets, dans des stages, etc., et l'enseignement théorique. Ça se fait plus ou moins bien selon les écoles, mais enfin, ça fait normalement partie du cursus pédagogique. Et donc, comment connecter, au-delà des éprouvettes et des seuls TP, toute la partie mise en œuvre. On a parlé tout à l'heure des étudiants qui ont besoin, pour devenir des leaders, d'aller voir sur place dans les entreprises comment est-ce qu'on connecte tout ça. Deux dernières réactions de la salle et je te rends la parole. Je vais juste compléter ce qu'a dit Jean-Louis. Visiblement, pour avoir des e-leaders demain, on a aussi besoin de gens qui ont vécu des expériences communes, ensemble. Je crois que l'éducation, c'est aussi d'apprendre ensemble et d'avancer ensemble. Et que, alors je ne vais pas être rétrograde, remplacer nos écoles, je ne crois pas que ça soit pour demain, mais avoir de gros apports en termes de modularité, puisqu'on est tous à essayer de modulariser, de personnaliser des parcours. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. De là à aller à des diplômes et à remplacer ce que nous faisons tous les jours dans nos écoles, je ne crois pas qu'on y soit encore, en tout cas pour avoir des leaders demain. Je suis un peu... Non, mais... Pardon ? Non, je suis pas le chef. Non, je voulais juste dire... Non, je voulais juste dire que je suis assez d'accord avec mes collègues directeurs d'école, mais quand même, je pense qu'on a intérêt à pousser au bout la logique, y compris de jusqu'où on peut aller dans la construction de collectif, dans le travail collectif, sans le présentiel. Parce qu'à la limite, finalement, quand je regarde ma fille qui a 17 ans, comment elle fonctionne socialement, comment sa sociabilité est construite, il y a beaucoup moins de place au présentiel, et elle passe beaucoup plus de temps sur son PC qu'à la terrasse d'un cani à discuter avec ses copains et ses copines. Alors ça modifie certainement la sociabilité, mais en tout état de cause, il y a bien eu une substitution du présentiel à distance. Et donc moi je pense qu'on a tous intérêt, même si je partage ta conviction au bout du bout, c'est-à-dire j'ai du mal à imaginer qu'on vivrait dans un monde où on finirait par plus se croiser, où on serait simplement devant des machines, et finalement que tout se ferait devant des machines, mais je pense qu'on a quand même intérêt, justement parce qu'on est convaincu du contraire, à pousser quand même aux limites, jusqu'y compris la question du travail collectif, parce que je suis assez d'accord. Répondre à la question, on n'a pas forcément, si c'est faire un amphi, on est assez tous convaincus que pour suivre un amphi, un prof qui arrive, qui déballe son matériel, qui fait son cours d'1h30 puis qui repart, ça c'est sûr qu'on peut très bien le faire sur un MOOC, sans problème. La question de qu'est-ce qui va remplacer ce qui constitue en général à peu près un tiers du temps de présence de nos élèves aujourd'hui dans nos écoles, c'est-à-dire le travail collectif, les projets, etc. Ça, c'est une question qui me paraît moins évidente et je pense qu'on a tout intérêt à tester le plus possible la possibilité de ne plus le faire en présentiel, justement parce que ça nous interpelle plus que la question du cours magistral. Là, à mon avis, la question est vite réglée. Merci, M. le Président. Une dernière question et puis on rend la parole à la table. Oui, merci. Moi, c'est une question, je pense surtout aux enseignants qui pratiquent les MOOC. Est-ce que, à votre avis, on va pouvoir répondre par cette technologie à une critique qui est faite par le philosophe Jean-Michel Beignet dans son dernier livre sur l'homme simplifié. Je rappelle, Jean-Michel Beignet, donc, il a, je crois, la chaire de philosophie des technologies à la Sorbonne, et il écrit grosso modo que le monde numérique simplifie la pensée. Je lis un supplémentaire parce que je n'ai pas tout en tête, je l'ai sous les yeux. Il dit en fait le risque c'est de développer une pensée automatique proche du réflexe et d'obtenir le contraire de ce qu'on attend d'outils pédagogiques qui sont destinés à développer le jugement et l'aptitude à transmettre des savoirs. Et que l'accumulation d'informations justement ne constitue pas la transmission d'un savoir. Est-ce que vous pensez qu'avec les MOOC on va pouvoir répondre à cette critique qu'il fait vis-à-vis surtout d'un certain nombre d'outils pédagogiques en ligne? Alors, qui peut répondre là-dessus C'est vous qui vous lancez, bravo. Pouvez-vous passer le micro, s'il vous plaît Non, mais moi, j'ai le sentiment que ça ne fait que conforter à un moment donné le message que j'ai voulu passer également. Nos processus d'apprentissage, on met des étudiants dans des situations où ils appréhendent le monde complexe tel qu'il est, et où, face à cette complexité, on va leur demander d'apporter des réponses. Et ces réponses, ce n'est pas un problème que l'on résout et qui va dégager une solution unique. Et effectivement, à travers cette mise en situation sur du numérique, je ne sais pas trop aujourd'hui comment on peut y répondre. C'est pour ça que je continue. C'est un magnifique outil, ça renvoie à nos pratiques, et c'est clair que nos pratiques doivent évoluer. Pour autant, on ne fera pas nécessairement tout, même si on peut aller le pousser loin.
Moi, je demande également du sens physique. Enfin, on peut remplacer toutes les expériences. On fait bien aujourd'hui la bombe atomique qu'avec des essais numériques. On n'a plus le droit à l'expérimentation physique, dont acte. Mais quand on forme un ingénieur, c'est quand même assez intéressant parfois qu'il soit confronté aussi au physique réel. Dernier petit commentaire, et là j'interpelle ma tutelle. Dans l'enseignement supérieur public, le MESR, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on codifie encore les activités pédagogiques des enseignants-chercheurs en ramenant cela à 192 heures équivalent travaux dirigés, c'est-à-dire à travers une référence culturelle qui n'est que du présentiel. Tant qu'on frôlera cela, on sera un frein, alors ça déborde du sujet du MOOC, tant qu'on continuera à raisonner comme ça, on sera un frein à la créativité et à l'innovation pédagogique. Monsieur Géliot, vous voulez réagir aussi? Alors je rappelle, c'est une approche pragmatique au départ. Donc, Non, mais j'aime bien parce qu'on peut convoquer les philosophes, effectivement, et on peut convoquer à ce moment-là Bernard Stiegler, avec ses idées de fin Macon, et qu'en fait, l'idée, c'est que ces systèmes-là, ils sont jamais que le reflet de ce qu'on met dedans. Et on est tous maintenant conscients, mais on a tous encore des travers sur il faut que nos élèves réagissent vite, ils donnent la bonne réponse, et nos élèves sont persuadés qu'ils doivent donner la bonne réponse. Hein, donc quand on est en injonction d'innover, ils nous disent ouais mais attendez, vous attendez qu'on vous dise ça, donc on va innover dans le sens que vous attendez. Et donc pour porter l'esprit critique, qu'il soit dans nos cours ou dans les MOOC, et les MOOC ne sont qu'une forme de cours différente, un dispositif parmi d'autres, hein, c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire, eh ben, il faut que nous, on porte dans ces cours-là, effectivement, cette possibilité de contradiction, cette possibilité de travailler sur l'esprit critique. Si on prend dans les MOOC sur France Université Numérique, il y a un cours qui est proposé par Bruno Latour, qui est basé sur la controverse. Donc il y a un MOOC sur la controverse, donc là on est sans doute dans le vrai. Quand on est dans un MOOC connectiviste, où on demande à chacun d'argumenter, de réagir sur ce que fait l'autre et à la fois de dire pourquoi c'est bien et qu'est-ce qu'il pourrait rajouter, on est bien dans de l'analyse critique. Donc il faut qu'on développe des dispositifs pédagogiques qui encouragent l'esprit critique, et effectivement l'amphi, qui soit en forme MOOC, qui soit en forme présentielle, n'est pas le meilleur outil pour développer l'esprit critique. Monsieur Piquet. Juste dans la continuité de ce que vous venez de dire, moi je pense que le cours magistral où vous avez un prof qui lit le livre et qui le recopie au tableau, pour ma part j'en ai déjà eu, peut-être vous aussi, voilà. Bon, donc à l'époque c'était pas spécialement plus intelligent et ça invitait pas spécialement à l'esprit critique ou au raisonnement complexe. De la même manière, vous avez certains MOOC qui sont complètement idiots parce qu'il s'agit simplement de répéter ce qui est écrit sur la fenêtre de droite, il faut le répéter sur la fenêtre de gauche sans rien comprendre. Et comme vous le disiez, vous avez des MOOCs qui, du fait qu'il y ait une capacité à créer de la communauté à travers le réseau, et de manière virtuelle et réelle, parce que les deux ne sont pas du tout exclusifs l'un de l'autre, on a une opportunité d'améliorer l'esprit critique des étudiants et de les faire produire, et j'allais même dire, puisque pour vous donner un exemple de modeste praticien sur le sujet, le cours que je fais actuellement à Sciences Po avec un collègue qui est magistrat de la Cour des comptes, c'est un cours où l'essentiel du cours est fait par les étudiants. Et donc, en l'occurrence, il s'agit vraiment de faire en sorte que les contenus d'année en année soient enrichis par les générations successives d'étudiants. Donc là, on est, j'espère, dans quelque chose qui est effectivement vraiment sur l'esprit critique, et au numérique apporte quelque chose. Moi j'ai juste une question pour Pierre. J'ai le droit? Allez-y maintenant. Non mais parce que tout à l'heure on a évoqué le fait que les établissements, j'ai conscience que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse complètement changer de paysage avec des écoles qui disparaissent, etc. C'est pas très agréable à imaginer. Maintenant, je voudrais juste faire l'expérience de penser et essayer d'imaginer en quoi le numérique peut-être change notre manière d'apprendre. Et j'allais demander à Pierre, concrètement, quand on est un programmeur et qu'on suit les cours de Open Classrooms, est-ce qu'on ne peut pas se former intégralement sur tout un ensemble de technologies sans jamais aller à l'université, sans jamais avoir de diplôme et devenir extrêmement compétent sur le marché du travail sur ces différentes technologies avec des MOOCs? Mais ça, on pourrait peut-être le faire même avant avec des livres. Maintenant, est-ce que ça change tout avec le numérique? Bon, la réponse est oui. Sans surprise. C'est oui, et c'est de plus en plus fréquent, mais ça correspond encore à des profils qui sont quand même assez autodidactes,
assez débrouillards, assez créatifs. C'est quand même des profils assez particuliers. Et je pense que ça se développe parce qu'on est en train aussi de montrer la voie vers ce type de chemin-là, en essayant de faire la promotion des développeurs, de faire la promotion des entrepreneurs. Moi, j'ai un petit peu ce type de parcours finalement, et c'est vrai que l'entrepreneuriat il y a 15 ans c'était pas la voie franchement royale. Maintenant, ça l'est de plus en plus, et c'est plutôt ce type de profil. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on voit que les MOOC les plus populaires dans le monde entier, que ce soit en français ou en anglais, sont des MOOC d'informatique, de leadership, d'entrepreneuriat, de management, d'innovation, de créativité. C'est pas pour rien parce que ça correspond à ce type de profil, qui sont encore une fois plutôt des profils génération Y, plutôt diplômés, plutôt CSS+. Et ça va complètement dans le sens. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se former de plus en plus de façon autonome. On peut aussi créer des communautés locales, c'est-à-dire on peut suivre des MOOC et ensuite se retrouver à côté de chez soi avec les autres personnes qui, dans mon quartier, suivent le même MOOC, etc. Donc je pense que l'université, l'université avec un grand U, l'école, etc., est en train d'évoluer vers un lieu d'échange, de rencontre, de débat, de construction, un lieu qui est plus horizontal, un lieu qui va changer aussi par l'architecture des locaux. On a parlé d'amphithéâtre. Oui, potentiellement, on a besoin de moins d'amphithéâtre et plutôt d'espaces ouverts, d'espaces d'échange avec des tables rondes, voilà, et on va vers ça. Après, c'est clair que ça va mettre 30 ans à changer les locaux, mais on va clairement là-dessus, on le voit, on le sent. On a de plus en plus de rassemblements spontanés dans les universités, dans les entreprises ou dans des cafés tout simplement, autour des MOOC. Donc je pense que la réponse est oui. Et pour aller un peu plus loin, on a déjà créé des parcours pédagogiques complets où on vous dit ok, vous pouvez aller sur ce cours numéro 1, puis ensuite ce cours numéro 2. Si vous voulez devenir développeur mobile d'applications sur iPhone, vous suivez ce parcours-là. On commence à avoir des cours qui peuvent créditer peut-être des ECTS, c'est le cas je crois de celui de Rémi Bachelet, donc des crédits universitaires reconnus partout en Europe, qui est un petit peu la brique de base de la diplomation d'enseignement supérieur, on va dire, pour simplifier. Et du coup, demain, en créant des parcours pédagogiques complets, de cours certifiants, créditants des crédits universitaires, on va vers des parcours diplômants. Et la conclusion, c'est qu'en fait, le plus efficace, c'est le blended learning, en fait. C'est-à-dire pouvoir tout faire en numérique si on le veut, si on est très autonome, si on est très etc. Mais avoir la possibilité de se rencontrer, de voir un prof, d'avoir un tuteur, parce qu'il y a tout type de niveau, et c'est clair qu'on voit que ça dégage du temps pour les profs, pour être plus dans l'accompagnement et le coaching des élèves peut-être plus en difficulté par exemple. Merci Pierre. On va conclure là, à moins que quelqu'un veuille absolument ajouter quelque chose. On va conclure. Jean-Marie, juste un mot de la fin. Juste un mot, parce que là, pour moi, je suis tout à fait d'accord depuis longtemps là-dessus. Un élément qu'il y a dans nos établissements, c'est effectivement pouvoir raccrocher les gens avec des aspects de recherche aussi. Donc la recherche est un mode de formation qui développe l'esprit critique et qui développe les choses. Et donc nos enseignants sont aussi des chercheurs. Donc c'est juste ça que je voulais rajouter. Merci pour ce débat. Je pense que c'est un sujet tout à fait passionnant et on y reviendra souvent. De la part de Pascaline, un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour d'avoir accepté d'intervenir et de nous parler de l'approche pragmatique de la mise en œuvre des MOOC.